Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue sur Al24 News, à la une de l'actualité d'aujourd'hui. Du nouveau dans l'affaire Pegasus, le gouvernement espagnol accuse le Maroc de piratage. Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit autour de la question malienne, une réunion sur fond de tensions entre Paris et Bamako. Une 6e salve de sanctions cible la Russie. L'Union européenne décide entre autres un embargo progressif sur le pétrole russe. Et puis Ligue des champions d'Europe, le Real Madrid et Manchester City se retrouvent ce soir à Bernabéu pour la demi-finale retour. Espionnage, accusations et aveux, le feuilleton Pegasus défraie la chronique en Espagne, suite aux annonces affirmant que les téléphones du chef du gouvernement Pedro Sánchez et d'autres hauts responsables espagnols ont été mis sur écoute. Le gouvernement espagnol pointe du doigt le Maroc. Abdelkader Edrief. Après avoir affirmé que les téléphones portables du Premier ministre espagnol Pedro Sánchez et de sa ministre de la Défense Margarita Robles faisaient l'objet d'écoutes illégales et externes au moyen du logiciel israélien Pegasus, voilà que le gouvernement espagnol avoue à demi-mot la vulnérabilité de son système de défense contre les cyberattaques. La porte-parole du gouvernement, Isabel Rodríguez, l'a admis lors de son entretien avec Carlos Alsina dans Más de Uno. Sur le plan technique, nous ne connaissons que le volume des données. Conformément au rapport dont nous disposons, la préoccupation du chef du gouvernement ne concerne pas l'aspect matériel, car il n'y a pas de message compromettant sur son téléphone. Mais l'on peut comprendre qu'il s'agit d'une transgression de la vie privée et familiale, une transgression liée à l'intimité. Le gouvernement Sánchez, voulant se montrer rassurant quant aux assauts, notamment des sénateurs espagnols, a tenu à préciser qu'il n'y avait aucune preuve que les téléphones portables d'autres membres du gouvernement avaient été soumis à de telles pratiques. Par ailleurs, la porte-parole du gouvernement espagnol a privilégié une piste. Au cours des dernières heures, de nombreux rapports ont mis en doute le Maroc comme possible auteur de l'espionnage des dirigeants politiques, sans parvenir tout de même à prouver avec exactitude d'où proviennent ces attaques. L'Union européenne réitère son plein soutien au processus mené par les Nations unies pour trouver une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable au conflit du Sahara occidental occupé par le Maroc. Le haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Josep Borrell, l'a réaffirmé dans une réponse à la lettre que lui ont adressée le 23 mars dernier 19 eurodéputés. Par ailleurs, les attaques de l'armée sahraoui se poursuivent contre les forces d'occupation marocaines qui subissent de lourdes pertes humaines et matérielles le long du mur de la honte. En Tunisie, les réactions des partisans et des opposants à l'appel au dialogue national proposé par Kais Saïed se poursuivent. Le président tunisien a appelé en début de semaine à une consultation nationale prévue prochainement. Il écarte en revanche la participation de certains partis, notamment le parti Ennahda, les accusant de vouloir saborder les institutions de l'État. Saïed affirme qu'il n'y a plus de place à la réconciliation, à la négociation et à la reconnaissance. Et pour revenir justement sur la situation, nous essayons toujours de joindre notre invité. Il s'agit de Karim Kamel Ben Younes, professeur, journaliste tunisien. Nous reviendrons à lui dans quelques instants. Direction le Mali à présent, la situation au centre des discussions du Conseil de sécurité de l'ONU hier mardi, une réunion à caractère informel demandée par la Russie. Il a notamment été question de la plainte déposée par Bamako à l'encontre de Paris, accusé d'avoir violé l'espace aérien malien dans l'affaire des images de Gossi prises par des drones français. Les détails avec Tinhinan Makassi. L'organe exécutif onusien s'est réuni ce mardi à huis clos et en session informelle pour parler du Mali.
À noter que c'est à la demande de la Russie que les pays du Conseil de sécurité des Nations Unies ont tenu cette rencontre. S'exprimant sur cette table ronde, Enna Ejteneva, ambassadrice russe adjointe à l'ONU, déclare, je cite, « Le Mali a récemment exprimé ses inquiétudes concernant les violations de l'espace aérien par des forces étrangères et nous pensons qu'il est important d'en discuter au Conseil de sécurité. » En effet, en avril dernier, dans une lettre adressée à l'ONU, le Mali avait dénoncé des violations de son espace aérien national par des drones étrangers, notamment par les forces françaises, dans le cadre de l'affaire du charnier de Gossi. Selon les autorités maliennes, ces violations ont pour objectif l'espionnage et l'intimidation. En outre, le courrier rappelle une des revendications principales des autorités de transition, à savoir le départ sans délai des forces françaises du territoire malien. D'ailleurs, pas plus loin que le 2 mai dernier, le ministre des Affaires étrangères malien Abdoulaye Diop a notifié la décision des autorités de transition de rompre les accords de défense qui lient son pays à la France. La réaction de la France n'a d'ailleurs pas tardé à se faire savoir, affirmant qu'il s'agit d'une décision non justifiée. Et nous le disions il y a quelques instants, la situation en Tunisie. Donc nous y revenons avec notre invité, Monsieur Kamel Benyounnes. Est-ce que vous nous entendez ? Vous nous entendez bien. Alors, nous évoquions il y a quelques instants le dialogue national annoncé par le président Kais Saïed. Il s'agit d'un dialogue exclusif, donc, puisqu'il n'inclut pas certains partis, en l'occurrence le parti Ennahda. Comment est-ce que le président Kais Saïed va-t-il mener cette consultation ? Donc, jusqu'à présent, il n'y a pas encore de texte définitif, mais jusqu'à présent, le président Kais Saïed continue à exclure les partis politiques. En général, ce n'est pas seulement les partis qui avaient critiqué son projet de réforme et son action du 25 juillet, ou bien les partis qu'il avait accusés de diriger un coup d'État constitutionnel. Le président Kais Saïed, depuis 2019, avant même qu'il ne soit élu, il avait déclaré plusieurs fois qu'il ne croit plus au rôle des partis politiques classiques. Il est plutôt avec un dialogue sélectif avec des personnes, des compétences. D'ailleurs, dans son projet pour les élections, il propose des élections et des candidatures sur les personnes, c'est pas sur les listes. Donc, il veut limiter le rôle des partis politiques. Il ne va pas probablement interdire les partis politiques, y compris l'Ennahda, mais il veut créer un nouveau cadre de dialogue et un nouveau cadre de concertation politique, ce qui laisse que l'Union générale le JTT, l'Union générale des syndicats des travailleurs et d'autres partis, la majorité des partis politiques, critiquent ce processus et considèrent qu'il n'est pas inclusif et qu'il est plutôt exclusif. Alors, Monsieur Benyounnes, à quel résultat pourrait-on s'attendre justement à l'issue de ce dialogue ? Bon, il y a probablement un problème de confiance. Il faut d'abord rétablir la confiance politique entre les décideurs, les grands décideurs. Kais Saïed est connu depuis une trentaine d'années comme étant un leader ou bien un académique qui est plutôt démocratique pour le rôle de la Constitution, de la loi. Il paraît, lorsqu'il est arrivé à Carthage, il a découvert dans les rapports sécuritaires que certains des leaders politiques pourraient être, et même certains leaders des associations et des ONG et des syndicats pourraient être corrompus. Il veut créer une autre classe politique. Il a le droit de faire cette proposition, mais dans les prochaines élections, puisqu'il était candidat en 2019, et il avait juré de respecter l'actuelle constitution et l'actuel système politique, c'est-à-dire un régime parlementaire ou bien semi-parlementaire ou un régime parlementaire où le président de la République a un grand rôle. Donc maintenant, il y a encore des tentatives, des conseils de certains de gens qui respectent Kais Saïed en tant que personne et comme académique pour proposer un vrai dialogue loin des caméras pour réduire les divergences entre les leaders politiques et syndicalistes pour éviter de voir un autre référendum où il y aurait seulement 5% des gens qui participeraient, comme c'était le cas du référendum électronique
de décembre dernier. Merci beaucoup, Monsieur Kamel Benyounes. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Je rappelle que vous êtes journaliste et vous étiez en direct avec nous depuis Tunis. Dans l'actualité également, les groupes terroristes Chebab ont pris d'assaut hier une base burundaise de la mission de transition de l'Union africaine au sud-ouest de la capitale somalienne. Une attaque condamnée par le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, qui a rendu hommage aux casques bleus burundais qui ont perdu la vie en aidant à ramener la paix et la stabilité en Somalie. Il a en outre lancé un appel à la communauté internationale pour accroître son soutien aux services de sécurité somaliens et à la mission ATMIS et relever les défis sécuritaires en Somalie. Direction l'Hexagone à présent, après l'élection présidentielle qui s'est soldée par la réélection d'Emmanuel Macron. La course législative s'accélère. Certains partis politiques ont décidé de s'allier pour augmenter leurs chances de victoire. Karim Bouaziz. 12 et 19 juin, en vous appelant à m'élire comme Premier ministre. Une formation politique qui compte bien tirer les marrons du feu malgré sa 3e place aux dernières présidentielles en transformant une défaite en victoire éventuelle pour le prochain rendez-vous électoral avec les Français de juin prochain. L'art de la politique est le message, à savoir avancer en montrant un front uni. C'est en passe d'être fait. En effet, la gauche serait à quelques heures de signer un accord général historique pour la première fois depuis 1981 avec un objectif commun, obtenir une majorité à l'Assemblée nationale et empêcher la mise en œuvre du programme d'Emmanuel Macron. Tout commence au lendemain du premier tour de l'élection présidentielle. Fort de son score de 22% et de sa 3e position, Jean-Luc Mélenchon se pose en chef de file de l'opposition. Il promet à ses partisans qu'il est encore possible de conquérir le pouvoir au 3e tour et appelle la gauche à bâtir une fédération. Les négociations débutent très vite avec un slogan de circonstance. Mélenchon, Premier ministre, la bataille législative est lancée. Or, comment faire en quelques jours ce qui n'a pas pu être fait en quelques années? Les écologistes sont pourtant les premiers à signer l'accord malgré d'importantes divergences, notamment sur l'Europe. Le lendemain, ce sont les communistes qui les rejoignent. Là encore, les antagonismes ont été mis de côté, notamment sur la question nucléaire. Reste maintenant à s'entendre avec le Parti socialiste, d'où vient Jean-Luc Mélenchon. Il a quitté effectivement en 2008. Après une semaine de négociations, insoumis et socialistes ont trouvé dans la nuit dernière un accord de principe sur l'épineux dossier des circonscriptions. Avancer ensemble ou mourir ensemble, car au-delà d'une simple élection, c'est tout le futur de la gauche française, la seconde en Europe après celle de la voisine italienne, qui se jouera dans un mois. Et on reste en France pour parler énergie. Cette fois-ci, un contrat d'importation de gaz de schiste entre le groupe public Engie et l'américain NextDecade suscite de vives réactions auprès de la société civile. Une ONG française dénonce une dédiabolisation de la ressource fossile non conventionnelle menée en secret par le gouvernement. Le contrat démontre par ailleurs que les États-Unis restent les grands gagnants du conflit russo-ukrainien sur le plan énergétique. Plus de détails avec Rêve d'Edbatage. Faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais. Le célèbre adage semble bien résumer le double discours de la France en matière de politique énergétique depuis quelques mois. Engie, le premier fournisseur de gaz et d'électricité verte en France, vient de signer avec l'américain NextDecade un important contrat d'importation de gaz de schiste. Le groupe, dont l'État français est le principal actionnaire, s'est engagé à acheter à partir de 2026 et jusqu'en 2041 du gaz naturel liquéfié exporté via le terminal texan Rio Grande LNG, actuellement encore au stade de projet. Un accord controversé que l'ONG française Les Amis de la Terre dénonce. Le contrat qui a été signé lundi par Engie témoigne d'une menace qui prend de plus en plus forme avec la crise énergétique en Europe. C'est que l'Europe et également le gouvernement français se cachent derrière cette crise énergétique pour justifier le fait de sécuriser des nouveaux approvisionnements en gaz de schiste en laissant de côté tout le véritable impact climatique et environnemental de cette industrie. Au moment où le président fraîchement réélu Emmanuel Macron a annoncé qu'il compte charger son prochain Premier ministre du dossier de la planification écologique, le gouvernement fait aussitôt volte-face et s'engage dans l'importation de gaz de schiste, sous couvert de diversification des sources d'approvisionnement en énergie en vue de s'affranchir du gaz russe. Pour l'ONG française, il s'agit d'un terrible signal pour les 5 années à venir
Et pour cause, le projet fait l'objet de vives critiques quant à son aspect destructeur de l'environnement, en sus des violations du droit au consentement des peuples autochtones. Pourtant, l'exploitation des hydrocarbures non conventionnels est interdite sur le territoire français depuis 2011. Le risque qui se présente à nous, c'est de voir une vraie banalisation de la consommation de gaz de schiste en France. Et là, on ne parle pas d'une consommation à court terme pour l'hiver prochain, mais bien d'une consommation qui pourrait augmenter dès cette année et dans encore les 20 prochaines années, sous prétexte d'une diversification des sources d'approvisionnement. Et donc, ça pose un problème éthique et un problème climatique très important, sachant que la France a banni l'exploitation du gaz de schiste sur son territoire depuis déjà 11 ans. Impliquée dans la partie financement, la Banque Société Générale est également épinglée dans de nombreux rapports publiés par l'ONG française. Elle serait responsable de lever les 20 milliards de dollars dont le projet a besoin pour voir le jour et entretiendrait, selon les Amis de la Terre, l'illusion d'une transition énergétique en France. En témoigne également la taille des récents contrats d'achat de GNL issus de gaz de schiste d'Engie, signés durant les 2 dernières années. Celui entre Engie et NextDecade n'étant en effet pas un acte isolé. Les Amis de la Terre révélaient fin 2021 la signature entre Engie et Chenière d'un contrat d'importation de gaz de schiste en France. Selon l'ONG, il aurait été négocié en secret et en totale ignorance de ses impacts environnementaux et climatiques. Énergie toujours, vous le savez, l'Union européenne a décidé d'interdire progressivement les importations de pétrole russe, une conséquence du conflit russo-ukrainien qui mènerait droit vers une crise énergétique. Plusieurs pays occidentaux risquent de rencontrer des difficultés d'approvisionnement en pétrole et parmi ces pays, il y a l'Allemagne. Mohamed Ouali Ben-Chaban. L'Allemagne pourrait connaître des perturbations dans son approvisionnement en pétrole et en gaz, après avoir drastiquement réduit ces dernières semaines sa dépendance pétrolière à la Russie. Berlin serait en mesure de supporter l'embargo sur le pétrole russe. Son économie et industrie sont fortement impactées par le conflit russo-ukrainien. Le fait que tout cela doive ensuite être mis en œuvre et qu'il puisse y avoir certains retards, comme cela a déjà été dit à plusieurs reprises, ne signifie pas que nous ne sommes pas capables de supporter l'embargo sur le pétrole en tant que nation. La dépendance de la première économie européenne envers les importations de pétrole russe est descendue ces dernières semaines à 12 contre 35% auparavant. Conséquence, les prix pourraient augmenter de manière significative. Les marchés sont très prévoyants, mais il est évident que les prix peuvent également augmenter de manière significative sur une période de 180 jours. Ils vont monter et descendre et il faudra alors examiner la situation. Berlin avait déjà annoncé il y a plusieurs semaines vouloir se passer complètement de pétrole et de charbon russe d'ici la fin de l'année en cours, activant un premier niveau de son plan d'urgence pour garantir l'approvisionnement en gaz naturel. L'Allemagne attend l'année 2024 pour importer de grandes quantités de gaz naturel de d'autres fournisseurs tels que l'Algérie, les États-Unis et le Qatar. Le gouvernement allemand affirme qu'il faudra une moyenne de 3 ans pour construire des infrastructures nécessaires sur la côte allemande de la mer du Nord pour recevoir en premier le gaz algérien. Et c'est donc une 6e salve de sanctions qui cible Moscou. L'Union européenne décide d'un embargo progressif sur le pétrole russe ainsi que l'exclusion de nouvelles banques russes du réseau interbancaire SWIFT. Naïla Hamouda. L'Union européenne persiste et signe et présente un 6e paquet de sanctions contre Moscou. Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, a proposé une mesure phare, celle de la mise en place progressive d'un embargo total sur le pétrole russe. Ce train de sanctions est considéré comme étant le plus sévère des États membres, car le pétrole a un poids économique beaucoup plus important que le gaz pour la Russie. Nous éliminerons progressivement l'approvisionnement russe en pétrole brut dans les 6 mois et en produits raffinés d'ici la fin de l'année. Ainsi, nous maximisons la pression sur la Russie tout en minimisant. Et c'est important les dommages collatéraux pour nous et nos partenaires dans le monde. Car pour aider l'Ukraine, nous devons nous assurer que notre propre économie reste forte. Ce nouveau projet de sanctions comporte également l'exclusion de 3 banques du réseau international SWIFT, dont Sberbank.
Nous excluons la Sberbank du système SWIFT. Sberbank est la plus grande banque russe. Elle représente environ 37% de l'ensemble du secteur bancaire. Et nous allons également retirer du système SWIFT 2 autres grandes banques russes. De cette manière, nous frappons les banques qui sont systémiquement critiques pour le système financier russe et la capacité de Poutine à mener la destruction. Autre mesure proposée, l'élargissement de la liste des personnalités russes sanctionnées. La campagne de pénalisation du Kremlin doit être approuvée par les 27 États membres de l'Union européenne. Plusieurs pays du vieux continent restent sceptiques quant à la décision de Bruxelles, à l'image de la Hongrie et la Slovaquie. Ces 2 pays sont alimentés en pétrole via un oléoduc russe. Ceci dit, une éventuelle exception pourrait être accordée à Bratislava et Budapest en raison de la dépendance de ces 2 pays du pétrole russe, du moins pour un certain temps. En riposte aux sanctions occidentales, la Russie va vers l'interdiction des exportations de produits et de matières premières à l'attention des personnes et des entités ciblées par ces sanctions. Et en amont de l'opération militaire, Moscou et Kiev se livrent à une bataille médiatique alors que la télévision ukrainienne annonce que de violents combats sont en cours sur le site d'Azovstal à Mariupol. Le Kremlin, lui, dément et assure ne pas mener d'assaut sur cette immense usine où sont retranchés des combattants ukrainiens. Comment démêler le vrai du faux? Élément de réponse avec Amin Toutah. Des combats qui s'intensifient et des informations qui s'opposent autour de la ville de Mariupol et sa zone industrielle d'Azovstal après plusieurs semaines de siège, au moment où l'Organisation des Nations Unies a indiqué qu'une centaine d'individus ont pu quitter l'usine en fonction des opérations d'évacuation coordonnées avec les 2 parties. Côté russe, le Kremlin a démenti le lancement d'un assaut sur Azovstal. Et selon les sources occidentales, une campagne russe sur l'usine ciblée semble prendre son chemin depuis plus de 24 heures. Et c'est pour la première fois que des blindés et chars entrent en action. Jusque-là, l'armée russe visait le site par des frappes aériennes et maritimes. Kiev reproche à Moscou de bloquer les opérations d'évacuation de civils en dépit de l'intervention onusienne. De son côté, la Russie accuse le régiment des combattants Azov de profiter d'un cessez-le-feu qui a duré 4 jours pour sortir des sous-sols et tenter un repositionnement dans la zone. Pour rappel, le Kremlin avait ordonné le 21 avril passé de ne pas lancer l'assaut sur l'usine tout en bloquant les chemins de sortie. Sur le plan diplomatique, la communauté internationale accentue ses efforts. L'ONU a exhorté les 2 parties à plus de pauses humanitaires. Le président Emmanuel Macron est dans un entretien téléphonique avec le président russe Vladimir Poutine a demandé de permettre la poursuite de la campagne de sortie de civils. Pour rappel, la dernière rencontre entre les 2 dirigeants a eu lieu au début du mois de février passé à Moscou, soit quelques jours avant le début du conflit. En Algérie, la scène artistique algérienne est en deuil. Le comédien Mohamed Hazim est décédé aujourd'hui des suites d'une longue maladie. Figure emblématique du trio comique Bila Houdoud aux côtés de Mustapha et de Hamid. Mohamed Hazim a connu un grand succès durant les années 90. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a exprimé ses sincères condoléances ainsi que sa profonde compassion à la famille du défunt, ainsi qu'à toute la famille culturelle et artistique, mettant en avant le talent du comédien, figure emblématique et artiste talentueux qui a dessiné le sourire et apporté la joie à travers des programmes radiophoniques et télévisés, écrit le président Abdelmadjid Tebboune. Mohamed Hazim nous a quittés à l'âge de 70 ans. Il sera inhumé demain, jeudi, au cimetière de Ain Baïda. Et puis du sport, pour finir, c'est l'événement de la soirée. Alors qu'ils avaient offert un somptueux spectacle lors du match aller, le Real Madrid et Manchester City se retrouvent ce soir à Bernabéu pour la demi-finale retour. Après une victoire spectaculaire la semaine passée à l'Etihad Stadium, 4-3, les Sky Blues se présentent avec une avance face aux partenaires de Karim Benzema, habitués à renverser la situation cette saison. Je m'attends à une rude confrontation face au Real Madrid, un test difficile en demi-finale. Tout peut arriver en 90 minutes, étant donné que chaque équipe vise la victoire et la qualification. Comme Lukas Modric l'a dit, ils veulent une 2e qualification d'affilée en finale. Nous devons être prêts. Ce qui s'est passé au match aller relève désormais du passé. Nous essaierons d'aligner la meilleure formation possible pour être à un meilleur niveau qu'à l'aller.
Avec le temps, nous avons acquis beaucoup d'expérience. Nous corrigeons nos erreurs. Tout est différent de la saison précédente. Les choses changent jour après jour. Les deux équipes font preuve d'une qualité individuelle, mais ont un style différent. Vous ne pouvez pas arriver en demi-finale sur un coup de chance uniquement, ce qui a été, par ailleurs, un élément important. En revanche, il faut souligner la qualité individuelle et la discipline collective. Hier soir, ce sont les Reds qui ont composté leur ticket pour la finale de cette Ligue des champions d'Europe prévue au Stade de France. Les coéquipiers de Mohamed Salah se sont imposés sur la pelouse de Villarreal, 3-2. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, c'est la météo avec Amel Améziane Zitouni. Je vous laisse avec la suite de nos programmes.